Court séjour en Touraine Nord-Ouest, après une balade sur la Loire, ses atouts mais aussi ses mystères. Dans cette seconde émission, nous remontons un peu plus loin vers le nord, vers les terres et les vertes forêts, pour évoquer notamment le lac de Riez et son environnement, mais aussi des carrières et des villages de ce territoire. En route donc pour un court séjour au cœur de la nature, du parc naturel, à la découverte des oiseaux, des temps reculés de la préhistoire, mais aussi des histoires de nos villages. Mesdames, Messieurs, bonjour, de retour dans Court Séjour Touraine Nord-Ouest. Alors cette fois-ci fini, l'axe ligérien-la-Loire. Nous allons un peu plus au nord, donc parler du lac de Riez, parler des fameuses carrières du musée du Savinéen. Et avec nous pour ce premier plateau, Dominique Flabeau. Bonsoir, bonjour, excusez-moi, décidément, vice-président de la communauté de communes Touraine Nord-Ouest. À vos côtés, Jean-Michel Feuillet. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes animateur à la LPO. Alors ici, sur le site du lac de Riez, on se trouve au cœur du réseau Natura 2000, Dominique Flabeau. Oui, effectivement, on est au cœur du site Natura 2000, lié à la présence du lac, à ses abords, à sa richesse environnementale et aux actions qu'on peut mettre en place autour de Natura 2000. Alors justement, c'est quoi Natura 2000? Alors Natura 2000, c'est un petit peu un classement. On essaye de préserver les habitats qui ont une haute valeur patrimoniale, naturelle aussi. Et on essaie de mettre en classement. Et le lac de Riez est un haut lieu, je dirais, avifaunistique pour les oiseaux et tout ce qui concerne la nature. Oui, en fait, c'est Natura 2000, on en retrouve dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, tout à fait. Ouais. Voilà. Et la première chose, c'est assurer la biodiversité, c'est la préserver. Préserver la biodiversité d'un site ou d'un ensemble de sites. Pour Riez, notamment, c'est un ensemble de sites. Donc plusieurs, oui, parce que donc, dans l'Indre-et-Loire, bien évidemment, mais ça déborde sur le Maine-et-Loire notamment. Donc là, c'est à peu près. Le territoire est plus vaste. Oui, tout à fait. Ouais. C'est à peu près 40 000 hectares, à peu près. Donc ça fait une grande surface. Dominique Flabeau, est-ce que c'est pas un petit peu contraignant, je dirais, ce Natura 2000, cette étiquette? Ça peut effectivement avoir quelques contraintes, mais je crois qu'il ne faut pas l'utiliser comme sous forme de contrainte, mais sous forme de richesse pour le territoire. C'est une des caractéristiques de ce territoire, j'allais dire vert, et les actions à mettre en place peuvent apporter du mieux à l'ensemble de ce territoire et de ses habitants. Oui, Jean-Michel Feuillet, je vous voyais vous agiter. Non, c'est pas du tout une contrainte pour vous. Au contraire, c'est une valeur ajoutée. Oui, tout à fait. Le terme valeur ajoutée me plaît bien. C'est un élément qui vient en plus et qui, au contraire, permet de... Enfin, il faut savoir qu'on a des espèces qui viennent de l'Europe entière et qui viennent notamment nicher sur le lac de Riez. Je parle d'un oiseau qui est symbolique vraiment du territoire, notamment la cigogne noire. Le premier retour en France était ici, autour du lac de Riez. Donc d'où l'importance de classer ce site en Natura 2000, plus les nouvelles espèces qui arrivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut, on ne peut pas s'installer, tout est Alors, bien... Comment ça se passe? Voilà, tout à fait. L'État français ou plusieurs acteurs véhiculent cette image qui est totalement fausse. Ce n'est pas une mise sous cloche du tout. On a le droit, ça n'empêchera en aucun cas les activités touristiques, les activités de bateau et tout, ça sera simplement réglementé. Après, c'est des contrats, des choses qui sont mis en place, mais ce n'est pas en aucun cas, il ne faut pas que ça soit perçu comme ce qui a été émis comme une mine sous cloche. Le lac de Riez, on met une cloche dessus et on bouge peu, c'est pas du tout ça. Mais je crois par exemple qu'on ne peut pas aborder par exemple certains îlots, on ne peut pas... Alors, je dirais même sans Natura 2000, ça se fait déjà dans d'autres endroits. C'est pas Natura 2000 qui empêche d'aller sur des îlots ou de faire des choses. Natura 2000, c'est uniquement un classement, mais c'est pas des interdictions, comme ce qui est souvent dit. Alors, Dominique Flabeau, au sein de la communauté de communes, comment vous travaillez justement avec ce site classé Natura 2000 ?
Alors, autour de ce site, on veut aussi en faire une richesse, c'est-à-dire qu'on veut permettre les activités humaines, et en particulier touristiques, puisque je suis en charge plus particulièrement du tourisme. Donc, dans ces activités touristiques, on veut avoir un rôle pédagogique envers les différents milieux qu'on va trouver autour de ce lac, hein, et la richesse faunistique et floristique qu'on va pouvoir y trouver. Donc, c'est une mise en valeur, une possibilité de se déplacer dans ces différents milieux sans avoir trop d'empreintes sur ce milieu très riche, et en montrant les côtés, j'allais dire, les plus intéressants et les plus riches à préserver. On parle de Natura 2000, mais il y a aussi c'est un autre lieu, c'est le parc naturel régional aussi, Touraine-Anjou, hein, ça fait partie... Je pense que la commune de Riez n'en fait pas partie. Non, n'en fait pas partie, mais le territoire Touraine-Nord-Ouest en fait partie. Donc ça aussi, c'est... Tout à fait, c'est encore un plus. Il faut savoir que le lac de Riez, on a parlé de Natura 2000, mais il y a d'autres classements avant qui ont été mis en place. Ouais. Il y a les ICO, zone d'importance communautaire pour les oiseaux. C'est une ZPS, zone de protection spéciale, dans le cadre des directives européennes. Donc il y a plein de classements qui ont déjà été mis en place et qui viennent complémenter. Et je rejoins un peu ce qui a été dit avant. Le lac de Riez, nous à la LPO, on fait des animations également. On a un côté pédagogique. Oui. Non, mais allez-y. Et on est tout à fait, au contraire, pour... Voilà. Mais ce que je voulais dire, est-ce que vous mettez en avant ces identités-là, Natura 2000, parc régional naturel, est-ce que vous les mettez en avant pour attirer le touriste, j'allais dire, qui aime rien que dans notre choix de prestataires sur le territoire, on met beaucoup plus en valeur, et l'exemple est flagrant ici sur le site de Riez, puisque le camping Utopia qui a été mis en place à l'aide de la communauté de communes a une dominante forte, environnementale, verte, avec dans sa mise en place d'ailleurs des éléments bois, des éléments qui sont plus intégrables dans la nature. Il y a des tentes, des roulottes. On va le voir, la transition est toute faite, Dominique Flabot, justement. Je voulais parler justement de ce concept, parce qu'il s'agit bien d'un concept, Utopia, où on met le lien, l'habitation avec la valeur, avec la nature. On est là pour s'intégrer dans la nature et non pas pour totalement la défigurer, on va dire. Donc voilà, quelque chose de proche de la nature. C'est le concept Utopia, un reportage de Claire Gressieux. Bienvenue à Utopia. Nous sommes à Riez, à 2 pas des châteaux de la Loire, dans un cadre ombragé en bord de lac. Ici, les touristes habitent en cabane, roulotte ou tente canadienne. Le contact avec la nature est privilégié. C'est d'ailleurs la marque de fabrique des sites Utopia partout en France. Ou comment faire du camping différemment. On n'a pas l'impression d'être dans un camping où vous avez les allées bien tracées, le lampadaire. Le fait d'être ouvert sur la nature, on n'a pas l'impression d'être sur un camping. Et il y a vraiment un état d'esprit que tout le monde peut partager, ce côté nature. Il y a aussi la clientèle qui vient sur ce camping-là, vient vraiment pour cette découverte du terroir. Et nous, c'est ça moi, c'est ça qui me plaît dans mon métier, c'est de faire partager justement tout cet environnement qui nous entoure. Celui que nous avons ici tout près de nous et celui que nous avons tout autour. On a des partenariats locaux. Donc avec des écuries comme celle du château de Giseux, avec la Ligue de protection des oiseaux pour des randonnées crépusculaires, Loire Vélo Nature qui est située à Brémont sur les bords de Loire. Tout ça pour la découverte de la faune et de la flore puisqu'on est au bord d'une réserve ornithologique. On met en avant ce côté environnemental, ce côté découverte du terroir. On s'affiche à l'opposé des camping-clubs en fait. Le site est géré depuis 2006 par cette entreprise et le nombre de visiteurs ne cesse de croître. Cette installation donne un nouvel élan. C'est une carte de visite non négligeable pour séduire les touristes français et étrangers et leur faire découvrir l'art de vivre en Touraine durant la haute saison, mais aussi tout au long de l'année. Pour promouvoir notre site et ce qui nous entoure, on met en place des week-ends thématiques. On a fait par exemple un week-end plaisir des papilles d'hier et d'aujourd'hui avec l'intervention d'une confiturière professionnelle qui a concocté avec les gens des confitures artisanales. On a également de la balade vigneronne qui s'était mise en place sur ce week-end-là. Il y a une conteuse qui est venue raconter des histoires sur les vieux métiers, légendes de Loire. Donc ça, c'est des
des animations qu'on met en place bien souvent gratuitement. Donc pour les personnes qui viennent chez nous. Et bien sûr après il y a la piscine, nous avons aussi des terrains de tennis, ping-pong. On essaye de bien le mettre en avant pour justement dire aux gens venez chez nous, profitez d'un séjour déjà à moindre coût que sur la période de juillet-août. Le soleil, le lac où on peut se baigner et puis après tous les services du camping. Entre tourisme vert et écotourisme responsable, les 120 emplacements du camping, dispersés sur 5 hectares de forêt, vous accueillent de Pâques à la Toussaint. Et voilà, un court séjour au complexe Utopia. Et bien dites donc Dominique Fiabot, c'est plutôt sympa ce complexe. Vous comptez pérenniser ce type de choses, en multiplier autour du lac et même dans toute la communauté de communes? Alors, l'implantation d'Utopia à Riez a permis une émulation de tous les acteurs du tourisme parce que le complexe Utopia est un complexe ouvert, contrairement à certains complexes touristiques qui sont fermés et qui ne permettent pas aux touristes de sortir de leur résidence. Ici, les gens doivent se répartir sur le territoire parce qu'on propose de nombreuses activités en direction de l'ensemble du territoire qui va vers les châteaux de la Loire, mais aussi vers les différents acteurs du tourisme, les musées, les différents producteurs de l'ensemble du territoire ici. C'est le concept qui nous a plu énormément lors de la mise en place de ce... Ça fait combien de temps ce concept-là? Il date de 2005 à peu près. Quoi. Ça vient du Canada, hein. Il y en a beaucoup voilà, aussi c'est ça, au Canada. complètement. Oui. D'ailleurs, on retrouve des matériaux qui sont un peu exactement. à dominante canadienne. C'est un concept qui vous plaît, Jean-Michel Feuillet? Ça vous êtes d'accord avec ça? Oui. Tout ce qui s'intègre dans le milieu naturel, de toute manière, on peut être que d'accord. Donc il n'y a aucun souci. LALPO, Ligue des protections des oiseaux, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça me paraît tellement évident, on connaît tellement bien ce sigle. Concrètement, vous connaissez-vous, si Alexis Fouché connaissait par cœur la Loire, vous connaissez par cœur le lac de Riez, et ce qui s'y trouve, les oiseaux. Comment vous travaillez? Bien, on essaie de bien travailler. Comment ça se passe? Alors, donc, on peut avoir deux approches. Soit on fait des comptages d'oiseaux, donc on peut venir très tôt le matin, différentes saisons. Donc après, on est amené, ça permet, je vais essayer d'être court, mais on fait un atlas des oiseaux nicheurs. Donc l'atlas des oiseaux nicheurs, on a des mailles de 10 sur 10 km, et donc ça tombe bien parce que mon carré est le lac de Riez. Et donc je suis amené à venir plusieurs fois par semaine pour identifier un petit peu où sont les oiseaux qui nichent et après avoir les enjeux qu'il y a dessus. Donc sur le lac de Riez, il y a des enjeux assez forts. Ouais. Et j'ai je dirais une double casquette en tant que salarié à la LPO où je suis animateur. Donc je suis amené à faire des animations auprès du grand public. Donc après, il y a un côté pédagogie. Tout à fait, voilà, il y a un côté pédagogique, il y a un côté scientifique si on peut dire, suivi d'espèces, et puis un côté plus tourné vers la pédagogie. Alors je vais avoir une question très très grand public. Finalement ça sert à quoi la suivi de l'espèce? Qu'est-ce qu'on en retient? Ce qu'on en retient, il y a des espèces... Oui, tout à fait. Très certainement beaucoup de choses, mais il y a des espèces qui ont évolué, il y a des espèces qui ont disparu. Et il faut savoir qu'un milieu, quand il n'y a pas de gestion humaine, il va évoluer aussi, pas forcément dans un bon sens. Donc il y a des espèces qui vont apparaître, des espèces qui vont disparaître. Je pense à une héronnière qui est présente. Il y a encore une dizaine d'années, la héronnière n'était pas présente. Il y a une deuxième qui s'est installée. On a des choses concrètes. Ça nous permet de savoir des effectifs, de connaître à l'échelon, par rapport à l'Atlas, je reviens dessus, de savoir comment évoluent les espèces à l'échelon national, voire même à l'échelon européen, parce qu'on fait des comptages à l'échelon européen. Et c'est très important pour nous. Est-ce qu'il y a des espèces en danger là, sur le lac de Riez, envers lesquelles vous êtes particulièrement vigilant? Disons qu'il y a des espèces qui sont nouvelles, alors je dirais pas en danger, mais qui viennent d'arriver, qui méritent une attention particulière. Oui. Je tourne un peu la question, mais, et du coup, on essaie d'y faire attention. Je pense aux hérons pourprés notamment, qui sont présents. On est le lac de Riez est le troisième site en Touraine où le héron pourpre est présent. Alors, comment on fait pour observer? On se met au bord du lac, on prend sa jumelle. Il y a des milieux qui vont attirer certaines espèces, il y a des heures.
sur lesquels on peut observer. Par exemple, une chouette effraie, on va l'observer à partir de 22 h. Des rapaces, on va les observer entre midi et 2 h. Il y a des créneaux horaires qui vont nous permettre, et puis des milieux qui vont nous permettre d'observer telle ou telle espèce. D'accord. Donc, si on a envie de faire comme vous, d'observer, on peut, hein, on peut aller vous voir. Tout à fait, nous contacter. Et puis aussi, je dirais, venir à des sorties, voir un peu ce qu'on fait, venir à des comptages. Et petit à petit, après, participer. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses à faire hein, aussi au bord du lac de Lériers. Dominique Flabot, alors on a un livre hein, qui vient de la LPO. Alors vous me disiez que c'était la LPO d'Auvergne hein, qui l'avait fait. Alors là, c'est les bords de Loire. Hein. Il ne s'agit pas du lac de Riez. Mais bon, voilà, l'idée est là. On parle pas mal d'oiseaux. Il y a des espèces aussi qui sont, à mon avis, semblables aussi de partout. Il est très bien fait. Donc on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies de France. Voilà, de Navarre en tout cas. Donc voilà, donc ça c'est une très belle. Est-ce que vous connaissez, messieurs, le train, le train, ça aussi le petit train, ça aussi vous êtes d'accord? Ça fait aussi partie du patrimoine local. Ça fait aussi partie du patrimoine. En fait, c'est une manière très particulière de découvrir le lac de Riez. C'est un train historique qui date de 1918. On regarde tout de suite ce reportage d'Anaïs Michaud. C'est à l'époque de la Première Guerre mondiale, en 1918, que cette locomotive à vapeur voit le jour. Construite par l'Empire germanique pour leurs alliés bulgares, elle se voit récupérée par les Polonais dès la fin du conflit, où elle servira à transporter du bois jusqu'en 1980. Quelques années plus tard, elle croise la route des membres de l'association des exploitants du chemin de fer de Marcilly. On l'a récupérée en 84 parce qu'elle était un peu fatiguée, disons. Hein. La chaudière étant un peu... Elle a circulé un petit peu sur nos circuits à Marcilly-sur-Maune. Et après, elle a circulé ici, mais il a fallu changer la chaudière. Pour reprendre tout ce que les anciens ont créé. Et c'est un plaisir de sentir vibrer entre nos mains ce genre de machine, que peut-être qu'aujourd'hui, l'électrique, on appuie sur un bouton, ça avance tout seul. Tandis que là, il faut la bichonner. Il faut 3 heures de chauffe. Et on n'est pas sur notre coup. Des fois, la vapeur ne vient pas, l'injecteur ne fonctionne pas. Et c'est le plaisir, c'est tout. Cette vieille dame, un modèle 040 qui compte 100 chevaux, a depuis été rebaptisée Polska. Aujourd'hui, elle transporte curieux et passionnés au fil des 2500 mètres de voies longeant le lac de Riez. Si les contraintes techniques existent toujours, le plaisir est néanmoins resté intact. C'est plus contraignant que d'utiliser une voiture où on tourne la clé et c'est démarré. D'un autre côté, ça a aussi beaucoup de charme, ça permet de prendre le temps de la préparer. C'est une autre façon de faire marcher du matériel et de vivre, quoi. On prend son temps, il y a beaucoup de travail à faire, donc on a le temps de le faire et puis ça va bien, quoi. Et contrairement aux idées reçues, la conduite d'une locomotive est ouverte à tous. Tous les ans, il y a un stage vapeur, fin juillet, début août. Hommes, femmes, 18 à 100 limite d'âge. Une femme peut conduire ce genre de choses, il n'y a pas de pédale, c'est jamais qu'un gros fer à passer. Un tout petit détail, en été, il fait 65 degrés dans la cabine. Un véritable voyage dans le temps et une manière originale de perpétuer la tradition ferroviaire chère aux Turons. Et voilà, on est reparti, on revient dans l'histoire présent avec vous Dominique Flabot. Donc ce train à vapeur Riez, voilà, ça participe aussi à l'attractivité du lac. Je pense que les enfants sont particulièrement, aiment particulièrement ce type Bien sûr, c'est une des activités complémentaires et ça permet une découverte de l'ensemble du site avec un déplacement ludique mais aussi pédagogique sur les moyens de communication d'une certaine époque. Est-ce que vous avez d'autres projets en perspective pour valoriser? Plein de projets, c'est un territoire en mouvement par rapport au tourisme. Alors, plusieurs projets. Un projet sur le site d'agrandissement, puisque là on vient d'acquérir une parcelle proche du camping qui permettra l'extension de ce camping, peut-être un desserrement des activités, des hébergements qui sont déjà en place.
Nous avons aussi d'autres projets. Alors, on est plus dans le structurant autour de la thématique du Savignéen, du musée du Savignéen, par exemple, mais étendu à l'activité de l'ensemble du territoire nord, j'allais dire. Également un travail... Oui, effectivement, ce territoire nord, c'est peut-être celui qui est le plus à développer, bien sûr, c'est pour ça. Avec une thématique complètement différente qui est liée au tourisme vert. C'est un tourisme un peu nouveau, j'allais dire quand même, qui est un complément par rapport au tourisme de château. On ne fait plus les châteaux à la japonaise, avec 7 ou 8 châteaux dans la journée. Château à la japonaise. C'était une belle expression, je note. Donc des projets structurants autour de musées du Savignéen, mais aussi quelques fermes particulièrement intéressantes. Le Chêne Pilé, une ferme à Marcilly-sur-Maune, et une ferme à la Briche à Riez, par exemple. Écoutez, vous faites ma transition, parce que tout ce que vous nous avez dit, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons faire une courte pause. Alors, dans la deuxième partie, vous avez commencé à le dire, nous allons découvrir le musée du Savignéen, une ferme pédagogique, le château de Champchevrier, mais aussi l'histoire de nos villages. À bientôt, enfin à tout de suite plutôt dans Court Séjour. Venez découvrir toute la philosophie pérenne en plein cœur de Tours. Chaque cuisine a son histoire. Votre notaire assure un service de proximité. Écoute, conseille, rédige et authentifie les actes et contrats pour le particulier ou le responsable d'entreprise. Votre notaire s'engage à vos côtés. Notaire d'Indre-et-Loire, au cœur de vos projets. Les marchés, espaces commerciaux sans égal, lieux d'animation, de proximité et de découverte. Simplicité des échanges entre producteurs, commerçants et clients. Pouvoir choisir des produits locaux, gourmands, authentiques. Privilégier la qualité, comparer les prix entre un étal et un autre. Les marchés, des habitudes de vie à préserver, coûte que coûte. Le cheval est dans tous ses états aux écuries de la Vallée des Rois. Poney Club, écurie de propriétaires, dressage, saut d'obstacles, cross, promenade touristique. Il y en a pour tous les goûts. Le tout dans un cadre naturel. Alors qu'attendez-vous? Tous en selle au centre équestre d'Azay-sur-Cher. Et la Fit Club réinvente le concept de club de sport. Une approche tonique ou tout en douceur. Des instants de détente et de sérénité en plein cœur de Tours. Et la Fit Club pour vous les femmes. Messieurs les opérateurs, l'heure est grave. Numéricable avait déjà la fibre, la télé 3D HD et le très haut débit. Et maintenant l'offre ultime, le forfait mobile illimité. Mais pas de panique, communication rime avec solution. Quand on n'a pas le très haut débit, on soigne l'emballage. Et avec une bonne grosse pub qui fait marrer, je vois pas ce qui pourrait vous inquiéter. Numéricable lance le forfait mobile illimité à 24,90 € par mois avec appel, SMS, Internet illimité. Numéricable, appelez le 1055. De retour dans Court Séjour qui prend décidément des allures de vacances. Ce territoire, en tout cas, de bien beaux atouts touristiques et patrimoniaux, on l'a vu. Et parmi le patrimoine, le château de Champchevrier que l'on peut visiter à la belle saison et qui abrite notamment un haut lieu de la chasse à courre. Anaïs Michaud. Situé à 25 km à l'ouest de Tours, sur la commune de Cléré-les-Pins, le château de Champchevrier a été édifié au XVIe siècle, puis remanié au XVIIe et XVIIIe. Cette propriété privée, avec ses fenêtres à meneaux, typiques du style Renaissance, a été classée monument historique en 1975. Mais si Champchevrier est célèbre, ce n'est pas tant pour son château et ses 1000 hectares boisés que pour son activité principale. Puisqu'ici on pratique la vénerie, comprenez la chasse à courre, un mode de chasse très ritualisé où ce n'est pas l'équipage à cheval qui mène la danse, mais une meute de chiens.
Les Anglais chassent dans des plaines, donc il leur faut des chiens très rapides et pas forcément criants parce qu'ils voient toujours leurs chiens, tandis que nous chassons en forêt, on ne voit pas les chiens, il faut les entendre, donc on dit qu'il faut qu'ils crient, c'est-à-dire aboyer, mais on dit crier en termes de vénerie, et si vous voulez, le croisement de ces deux races de chiens, on fait qu'on a des chiens rapides et criants, et ce qui est intéressant. Ces chiens de race anglo-française sont dressés au château. Ils sont nourris 6 jours sur 7 et sortis tous les samedis matins pendant l'été afin d'avoir une bonne condition physique et pouvoir intégrer la meute dès le moment venu. Pour apprendre le métier, avoir le rythme, ils sont couplés avec un chien plus vieux. Qui alors c'est un double collier et ils font l'entraînement comme ça parce que l'intérêt, si vous voulez, de ces chiens-là, il faut qu'ils apprennent à être en meute, à rester toujours tous ensemble. Et donc les jeunes chiens acquièrent, si vous voulez, du souffle, le dessous de leurs pieds se durcissent, les muscles se développent et à la fin de l'été, ils arrivent à être tout à fait au point pour commencer la saison de chasse. Et durant la saison de chasse, du 1er octobre au 31 mars, les chiens guident l'équipage à travers les bois sur les traces des cerfs. Et pour y parvenir, il faut réussir à créer une véritable cohésion dans la meute. Il ne faut jamais qu'il y ait des chiens dans une chasse qui soient en avant par rapport à la meute parce que ça dégoûte les autres qui arrivent derrière, ou en arrière parce que ça fait traîner un peu. Donc le principal, comme une équipe de foot, qui soient tous ensemble, et ils se connaissent parfaitement entre eux, ils savent celui en qui on peut avoir confiance ou pas, etc. C'est ça ce qui est très très intéressant dans la chasse. Quant à l'équipage fondé en 1804, il est le plus ancien d'Europe qui chasse toujours. Il a une tenue spécifique de couleur beige appelée ventre de biche avec des parements amarantes. Sur les boutons figure un chevreuil, un signe du château, dont le nom vient du latin campus caprarius, littéralement le chant du chevrier. Chaque équipage possède également une fanfare propre, dont l'instrument clé est la trompe de chasse. La trompe qui est sur ce mannequin est un instrument de musique que portent les chasseurs, les veneurs qui savent sonner de la trompe, comme on dit. Et en fait, c'est le talkie-walkie de la chasse, si vous voulez. C'est une façon de se communiquer et de dire ce qui se passe, les uns aux autres. Et par exemple, il y a des fanfares pour toutes les circonstances de la chasse. Et on le voit, la vue, le bien aller, changement de forêt, le ballot, c'est-à-dire quand il est dans l'eau, etc. La propriété, qui a toujours été un territoire de chasse, a même accueilli Louis XIII qui y résida quelques jours. Champchevrier fait aujourd'hui partie des 3 uniques châteaux de France classés monuments historiques qui abritent une meute de chasse avec Cheverny et La Bourbancée. Alors, Anaïs Michaud est de retour parmi nous pour, alors non pas à cheval, vous, parce que vous allez nous présenter quelque chose de bien plus terre à terre, le musée du Savinéen, et puis également à vos côtés, on en parlera tout à l'heure, Jean-François Bricot. Bonjour, vous êtes le directeur de la cimenterie Kelsia, qui se situe tout au nord du territoire. Alors Anaïs, vous nous emmenez au musée du Savinéen, Savigny-sous-Latan. Voilà, alors à Savigny-sur-Latan, où on nous présente un musée un peu particulier, donc le musée du Savinéen. Ça sort pas de nulle part, il faut savoir qu'ici même, il y a 15 millions d'années, c'était la mer, il y avait la mer ici. Ah, rien à voir avec ça, avec rien à voir avec ce paysage-là, voilà. Ça s'appelait la mer des Faluns, et donc depuis, il reste dans les sols un sable qui est plein de coquillages, qui est le dépôt de cette mer des Faluns. Donc ce sable a servi notamment de matériaux de construction aux maisons, pour faire des remblais, pour différentes choses. Et donc aujourd'hui, en creusant les sols, on retrouve encore donc de ce sable et de tous les coquillages qu'il y avait à l'intérieur. Donc il reste beaucoup de fossiles. Donc on retrouve par exemple des oursins, des coquillages, mais aussi, et ça c'est un peu plus étonnant, on retrouve des fossiles d'animaux terrestres, de vertébrés terrestres. D'accord, alors pourtant c'était la mer, et là voilà, c'est ça. Donc il y a quelque chose qui est un truc qui va pas, logique. Donc justement, on est allé demander des explications, et donc le conservateur du musée nous explique pourquoi on retrouve à la fois des animaux terrestres et marins dans ce sable. 2 interprétations sont avancées. La première
indique que les rivières donc, pouvaient transporter des morceaux de ces animaux après leur mort, des morceaux de leur squelette disloqué, en sachant que les animaux ont besoin d'eau pour vivre. Donc ces restes peuvent être des animaux contemporains de la mer des Faluns, mais on sait aussi qu'avant que la mer des Faluns arrive dans la région, qu'il existait des animaux, des rhinocéros, des éléphants, etc., qui vivaient sur le continent. Et ces restes se sont posés sur le sol et ensuite ont pu être remobilisés par la mer des Faluns. On dit que ce sont des fossiles remaniés qui ont un âge un petit peu plus ancien que la mer des Faluns, bon, un âge de 16-17 millions d'années. Alors, si je comprends bien, Anaïs, cette mer des Faluns, ça correspond à l'océan Atlantique parce que finalement, on n'est pas très loin de l'océan Atlantique. Alors, ça n'a rien à voir. Ah bah, alors j'ai rien compris. C'est pas du tout l'océan Atlantique parce que déjà, la géographie était très différente, c'est-à-dire que la Bretagne était une île, le Cotentin également. Donc, c'était vraiment une mer. En plus, les paysages tout autour étaient très différents parce qu'on a vu qu'on retrouvait, par exemple, des oursons, des choses qu'on peut trouver même dans l'Atlantique. Là, par contre, on retrouvait par exemple des dents d'éléphant, donc quelque chose de bien plus exotique finalement. C'est vrai qu'on n'a plus d'éléphants, voilà. À part dans les aux zones bovales, mais exactement. Donc ça permet de dire qu'à cette époque-là, à l'époque de la mer des Faluns, on bénéficiait ici d'un climat qui était presque tropical. Donc par exemple celui qu'on peut voir aujourd'hui aux Antilles. Donc quelque chose d'assez agréable. Est-ce qu'il y a uniquement des fossiles dans ce musée? Alors non, le musée du Savinien, justement, c'est pas le musée de la mer des Faluns, c'est le musée du Savinien. Donc le but, c'est un peu de montrer à quoi ressemble la région de Savigné et son mode de vie. Donc du coup, on retrouve aussi des objets de la vie courante, donc par exemple des outils de sabotier, des outils de maréchal Ferrand, enfin plein d'outils d'autrefois, et également des scènes de vie qui sont reproduites dans ce musée-là. Alors on peut bien sûr le visiter, ce musée. Voilà. Petites infos pratiques on va donner quelques infos que tout le monde aime bien. Exactement. Donc à partir du 1er juillet et jusqu'au 15 septembre, on peut aller au musée tous les jours de la semaine, sauf le mardi, c'est ouvert toute l'après-midi, donc de 14h30 à 18h. Voilà, donc encore quelque chose à visiter à Touraine Nord-Ouest. Jean-François Bricot, vous êtes juste à côté. Alors vous êtes directeur de la cimenterie Calcia, située au nord, à Villiers-le-Bouin. Et vous exploitez ces carrières. Il y a quand même un petit lien quand même avec le musée du Savinien. S'il fallait trouver un petit lien. Effectivement. Effectivement, notre métier, donc en tant que représentant de Ciment Calcia ici dans la région, est de produire et de distribuer du ciment. Donc le ciment, qu'est-ce que c'est? Rapidement, en quelques mots, c'est le mélange de la terre et du feu. La terre, le calcaire, qui est une richesse locale qu'on exploite sur un site qui fait à peu près 350 hectares, donc sur la commune de Villiers-au-Boin. Et donc cette matière, on va la monter en température à plus de 1000 degrés de façon à obtenir ce qu'on appelle le ciment. Le ciment a constituant de base du béton. Et le béton, un produit un peu plus connu, plus populaire, qu'on va retrouver dans les différents environnements urbains, donc, et local. Donc une activité locale pour un besoin local. Alors, et vous produisez notamment, j'ai lu ça, le ciment le plus clair, le ciment gris le plus clair de la société. C'est exactement, c'est une particularité de Villiers-au-Boin, la couleur, les éléments de couleur sont énormément liés à l'aspect gisement. Et donc la particularité locale du calcaire qui est issu de notre gisement sur Villiers-au-Boin nous permet de donner un ciment qui donne une couleur relativement blanchâtre et donc qui est apprécié par certains clients. Et c'est pourquoi on peut retrouver sur certains ouvrages le ciment de Villiers-au-Boin un peu partout en France. Et vous êtes un peu intéressé justement à cette histoire pour qu'on trouve du calcaire par rapport à ce que vous avez dit, on connaît non C'est un caractère géologique, c'est par rapport à la vie, à des dépôts de sédiments à travers le temps, et donc qui a fait que la mer est venue et est repartie, et donc on retrouve des dépôts de calcaire lacustre, etc. Je ne rentrerai pas volontairement dans cette partie, je ne suis pas géologue de formation, mais c'est ce qui explique cette richesse locale, le passage de la mer à un moment donné. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes là. Alors évidemment, un gros poids économique, encore
une fois, un peu comme la base, hein, voilà, d'un point de vue 82 personnes. Oui, exactement. On est 82 sur le site de Villiers, et plus globalement, enfin, au niveau de la France, on est pratiquement 4500 personnes lorsqu'on inclut la partie béton et granulat, et localement, donc 82 personnes et indirectement 200 emplois indirects. Donc une part économique non négligeable dans une partie du département un peu plus rurale, donc un point fort. Justement, juste avant, vous avez un peu vu au début de l'émission, et puis même dans la précédente émission, on a beaucoup parlé de nature, d'environnement. Vous êtes dans l'industrie lourde. Exactement. Je suppose que vous êtes quand même un peu vigilant par rapport à l'environnement. Comment on s'inscrit, comment une cimenterie peut s'inscrire dans le développement durable aujourd'hui ? Dans la partie, le volet environnemental, plus exactement de la partie développement durable, Ciments Calcia s'est engagé depuis maintenant plus de 10 ans dans une démarche environnementale qui est la certification environnementale ISO 14001. On a été le premier acteur cimentier à s'engager dans cette démarche, et ça s'est traduit en 2007 par la certification ISO 14001 sur le site de Villiers-au-Boin. Donc, quelques mots rapidement en termes d'engagement. Par rapport à cette certification, d'un point de vue technique, sur les 10 dernières années, on a réduit d'un facteur 20 nos émissions atmosphériques en termes de poussière. Donc un engagement fort. Et puis un engagement également en termes de communication, puisque depuis bientôt 10 ans, une fois par an, on ouvre nos portes à nos parties prenantes, l'administration, mais également les associations, de façon à présenter nos résultats en termes de production, mais également en termes d'environnement, nos contraintes et nos projets, de façon à les faire partager et à ouvrir également notre vision, de façon à être un peu moins sévère que le regard qu'on peut donner aujourd'hui à l'industrie lourde. Donc voilà, il y a quand même, vous faites participer les associations du territoire, voilà, ceux qui le demandent, en tout cas. C'est notre objectif, s'inscrire dans la collectivité locale. Merci beaucoup, Monsieur Bricot, d'avoir été parmi nous. Alors nous poursuivons notre séjour, notre balade en Touraine Nord-Ouest avec une fête très importante pour ce territoire. C'est la fête paysanne. Elle avait lieu l'an dernier à Saint-Laurent-de-Laz. On regarde. La fête paysanne, c'est la mise à l'honneur des coutumes tourangelles des années 1900 dans toute la ruralité possible et imaginable, avec les activités agricoles, artisanales et les émotions également, ainsi que le savoir-faire qui est notre fil conducteur. Il y a à peu près tout ce qu'on pouvait trouver à la campagne et dans tout le monde rural de la région, et il y a un siècle. Autant du point de vue agricole que du point de vue artisanal, tout ce qui se faisait dans les villages qui vivaient quasiment en autarcie, avec le bourrelier, le boulanger, l'épicier, la crémière, et puis tous ces petits métiers qui faisaient vivre un village complètement indépendamment. Conservateur de tout ce petit patrimoine. Alors, tout ce qu'on présente, tout n'est pas en parfait état, mais la plupart sont en état de marche, et c'est vraiment un conservatoire des matériels agricoles d'autrefois. Et on poursuit dans Court Séjour avec Martine Chéniaud, la présidente de la communauté de communes Touraine Nord-Ouest. Et puis à vos côtés, Patrick Richet. Bonjour, vous êtes président de Nature et Patrimoine en Gâtine. C'est bien cela? Un drôle de nom quand même, non? Gâtine des Landes, c'est quoi exactement? C'est une région, en fin de compte, de la Gâtine, Tourangelle, qui est peuplée par du temps de landes. C'est pour ça que ça s'est appelé la Gâtine des Landes,
qui couvre à peu près 8 communes. 8 communes. Alors Martine Chéniaud, juste avant, on avait vu un reportage sur la fête paysanne à Saint-Laurent-de-Lin, revoir un peu comment on mettait... C'est important ce genre de fête pour rassembler un peu tout le monde et pour retrouver les souvenirs d'antan. Oui, tout à fait, tout à fait. D'abord, elle a presque 4 à 5 000 visiteurs quelquefois, ce qui prouve bien qu'on est toujours quelque part à la recherche de nos racines. Elle a le mérite aussi d'avoir été créée par une équipe de bénévoles qui s'est vraiment, si je peux me permettre, défoncée pour créer cette manifestation. Elle a beaucoup de succès et les gens viennent y revoir ou même connaître ou apprendre à leurs enfants et petits-enfants tout ce qui est traditionnel dans l'agriculture paysanne. Et donc on y retrouve toutes les traditions, mais pas uniquement des traditions sous leur forme un peu péjorative, mais bien la vraie façon d'utiliser des outils. Et les gens passent énormément de temps à expliquer à leurs enfants comment on s'en servait, retrouvent des outils qu'ils ont connus chez eux et pratiqués. Oui, on l'a vu dans le reportage. Oui, vraiment... Patrick Richet, vous, la tradition, l'histoire, vous connaissez, parce que vous, dans votre association, vous allez à la recherche de l'histoire d'un village. Est-ce que c'est ça? Vous retracez l'histoire d'un village. Voilà. Comment vous faites? Prenons un exemple sur un village. En fin de compte, vous avez un village aujourd'hui qui existe, qui est donc quelconque, je dirais, si effectivement notre association ne faisait pas quelques recherches pour retrouver ce qui est un peu disparu aujourd'hui, c'est-à-dire le passé. Nous faisons des recherches en archives privées et surtout en archives publiques. Donc nous allons fouiller dans les vieux papiers de Tours, entre autres, et quelquefois aussi à Angers, puisque nous sommes en limite de l'Anjou. Oui. Pas oublier les archives départementales. Hein, voilà, c'est ça. Faut pas oublier qu'on était en Anjou auparavant ici, jusqu'à la Révolution française. Hein, donc c'était pas la Touraine en plus. Hein, c'était pas la Touraine, c'était l'Anjou, effectivement. Donc nous faisons quelques voyages à Angers et puis donc à Tours pour essayer de retrouver une part des ancêtres qui ont vécu dans nos communes. Et puis on fait aussi un petit peu de généalogie, bien entendu, on est bien obligé. Et on essaie de retrouver aussi la généalogie des bâtiments qui existent. Par exemple, la mairie, par exemple. La mairie, effectivement. La gare, voilà. des choses comme ça. C'est un élément qui a été construit en règle générale au 19e siècle. Donc on essaie de retrouver les dates exactes, par qui, comment, etc. Et puis les gens qui ont vécu évidemment dans ces villages. Qui ont marqué aussi le village pour X raisons, par exemple. Alors, est-ce que vous avez une ou deux anecdotes à nous raconter? Qu'est-ce qui vous a marqué là, depuis quelque temps dans vos recherches? Eh bien, on s'est basé sur... oui, c'est une petite anecdote toute simple. On s'est basé sur des écrits précédents, c'est-à-dire des auteurs qui... On n'est pas précurseurs dans la matière, donc on a repris certains auteurs qui avaient écrit sur un village qui s'appelle Souvigné, et sur lequel nous avons, je dirais bêtement, par manque de temps, pas vérifié les écrits. Et nous sommes partis sur une exposition que nous avons faite dans cette commune où on a ni plus ni moins reproduit qu'une erreur. Or, c'est quelques temps après qu'on s'est rendu compte que cette erreur, ça ne collait pas, quoi. Donc, comme on a l'intention de faire un livre après cette exposition, nous allons rectifier. Alors, du coup, Eh bien, on a eu, si vous voulez, un village qui s'appelle Souvigné, qui se situe dans le Maine-et-Loire, et Souvigné qui se situe dans l'Indre-et-Loire. D'accord, les documents ont été mélangés précédemment et nous avons repris bêtement cette histoire. D'accord, mais ça, c'est ça le travail des chercheurs, mais au moins, vous l'avez remarqué, c'est quand même ça l'essentiel. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, on continue notre promenade, notre balade en Touraine Nord-Ouest, direction à présent Marcilly-sur-Maulne. Alors, Jacques Desgresses y anime une ferme pédagogique où l'on fabrique des fromages de chèvre. C'est plutôt sympathique et en tout cas, les enfants adorent. Anaïs Michaud. Tous les matins et tous les soirs, avec Jacques, on fait la traite. Oui. Après la traite, on met le lait dans des grands bacs. On le laisse reposer. On le laisse reposer. Et justement, pour faire du fromage, il faut que le lait se transforme en quoi? En fromage. Non. En caille. Presque. La bonne réponse, c'est en caillé. Au milieu des tracteurs et des mottes de foin, les cartables ont trouvé leur place. Bienvenue à la ferme pédagogique du Viornais. Elle accueille les enfants pour leur apprendre les différentes étapes de la fabrication du fromage de chèvre. En rang 2 par 2, la visite va commencer.
Des rires, des questions parfois naïves mais toujours pleines de bon sens et des yeux grands comme des soucoupes. C'est pour tout cela que Jacques Descrès a souhaité accueillir des petits avec l'idée de transmettre le flambeau. Je suis un petit peu à l'aube d'arrêter le métier. Dans 3 ans, on envisage d'arrêter. Dans la société, il y a des ruptures. Les enfants ont beaucoup, beaucoup à apprendre sur notre métier, quoi. Ou alors c'est nous qui ne le faisons pas assez connaître. Et ça me paraissait important de terminer un petit peu son activité sur une démarche dans ce sens-là. Au programme de cette journée d'école pas comme les autres, visite de la ferme le matin et atelier l'après-midi. Une première pour les élèves de CP comme pour les agriculteurs et une première réussie. Je suis assez heureux parce que c'est vrai qu'il y a des activités qu'on propose, on se demande comment ça va tourner. Comment les enfants ils vont réagir. Ils en redemandaient, c'est vrai que ça dépassait un petit peu ce qu'on espérait, quoi, mais c'est vrai que ça marche bien. Les enfants sont généreux, alors... Un bilan positif donc chez les organisateurs. Allons voir maintenant ce qu'il en est du côté des petits fromagers. Eh ben, on a caressé les chèvres, on a fait du fromage, on a dessiné ce qu'on a vu, on a mangé le pique-nique. On a construit des fagots. On a construit des fagots et c'était super bien. Qu'est-ce que tu as préféré? Goûter les fromages et puis caresser les chèvres. T'aimerais bien revenir? Oui. Alors les enfants, à partir de quoi on fait du fromage de chèvre? Du caillé. C'est facile à retenir ça pourtant. Quelques révisions s'imposent encore, mais l'institutrice veille au grain. On le verra en classe quand on va retravailler toutes les étapes de la fabrication du fromage et puis quand on va reparler de l'élevage des chèvres. Donc on va remettre les choses au point, on verra ce qu'il en reste, mais je pense quand même que pour l'essentiel, ils ont bien retenu tout ce qu'ils ont appris. Fin de la journée, il est l'heure de rentrer. On secoue les mains d'un côté, les doudous de l'autre pour se dire au revoir. Juste le temps de l'affinage et les enfants pourront faire goûter leur production aux parents. Un beau cadeau de fête des pères. En tout cas, ça a l'air bien bon ces fromages de chèvre. Alors Martine Chéniaud, je pense que c'est important d'avoir des gens comme Jacques Descrès, des hommes et des femmes pour animer ce territoire. Oui. Oui, nous avons sur notre territoire la chance d'avoir des gens qui s'investissent beaucoup dans les produits locaux, mais aussi dans l'artisanat. Et beaucoup de gens ont envie de faire découvrir leur métier ou leur passion. Et ça fait aussi partie des animations traditionnelles qu'on peut trouver sur notre territoire. On parle beaucoup de la terre, notamment sur la Rochousse par exemple, mais on a aussi des gens qui sont selliers, on a aussi des gens qui fabriquent du miel, on a beaucoup d'apiculteurs, on a des gens qui font partager des passions sur la façon de construire des haies, sur des haies. Oui, des haies à partir de truisses, aménager son jardin, tout ce qui est un peu traditionnel actuellement à la campagne et qui mérite d'être découvert. Et d'ailleurs pendant certains dimanches, notamment dans les journées du patrimoine, mais aussi des journées bienvenue à la ferme, on a beaucoup de gens qui ouvrent les portes de leurs exploitations pour nous montrer leur savoir-faire. Ouais, Patrick Ruchet, pour vous, est-ce que vous avez un coup de cœur, quelque chose qui vous a marqué dans ce territoire? Oui, c'est un territoire très boisé. Et qui dit bois, dit évidemment animaux. Voilà. Donc, je vois venir. nous sommes vraiment vernis dans ce secteur, effectivement, parce que nous avons pas mal d'animaux sauvages. Ça va du petit gibier au grand gibier, notamment beaucoup de cerfs, entre autres. Et nous avons aussi, évidemment, inévitablement, de la chasse. La chasse, d'accord. Donc, c'est un territoire de chasse, c'est aussi ça? On a beaucoup de territoires de chasse, privés, entre autres. Et nous avons
deux types de chasse. Nous avons la chasse à tir et nous avons la chasse à courre, évidemment. Oui, la chasse à courre, on a vu le reportage de Champchevrier avec les meutes, effectivement, c'est un haut lieu de la chasse à courre en Touraine. Et nous avons aussi un troisième type de chasse qui n'est peut-être pas très connu, c'est la chasse photographique. Ah oui. Sur lequel je pratique depuis une trentaine d'années. En tant qu'amateur, je ne suis pas du tout professionnel dans ce secteur-là, mais où j'ai beaucoup de plaisir à participer à la vie active de nos animaux dans les bois, entre autres, et dans les plaines également. Et donc, dans notre association, nous avons aussi un volet nature, et ce volet nature, nous le mettons en exergue avec nos photos. Nous sommes 2-3 photographes dans l'association, et nous faisons chacun, disons, un petit reportage sur les animaux. D'accord, c'est quand vous partez à la chasse, vous avez votre fusil plus votre appareil photo, non, vous faites pas tout en même temps. Je choisis. Alors, chasse, oui, chasse à tir, non, c'est le fusil évidemment. Bien sûr. Et chasse à courre, ça peut être aussi l'appareil photo. Ah oui, d'accord. Vous faites aussi de la chasse à courre? Un petit peu. Un petit peu. Mais en tant que suiveur, pas en tant que participant. Très bien. Martine Chéniaud, donc on parlait de ces artisans, des gens qui sont aussi ces agriculteurs. Comment vous, en tant que collectivité locale, vous pouvez les aider? Alors nous, on peut les aider en les faisant connaître à travers des plans d'action pour amener les gens à se rendre sur les lieux, à se manifester. Puis on peut les aider à travers la création ou le soutien aux manifestations. C'est principalement les deux axes sur lesquels nous travaillons. Et c'est bien dans ce domaine que nous essayons de développer le soutien à tout ce qui est touristique. Oui, voilà, ça devient des choses touristiques en fait. Une ferme comme la ferme pédagogique, c'est quelque chose. Bien sûr, et puis c'est lié aussi aux hébergements, c'est-à-dire que nous avions tout à l'heure quelqu'un qui... Oui, Nathalie Régnier, voilà, dans la précédente émission. Tout à fait. Oui. Et on essaie de créer justement des pôles animation de façon à ce que les hébergeurs puissent proposer à leur clientèle des activités qui ne soient pas que la simple visite du château. Alors quand je dis simple, ce n'est pas négatif, mais quand vous avez des enfants, il est intéressant de pouvoir leur proposer autre chose. Mettre la main à la pâte, comme tout on dit. Et les gens sont vraiment en demande de ça? Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Alors ça, c'est pour les gens qui visitent notre territoire, mais pour les gens qui habitent sur le territoire, vous avez aussi un grand développement de la consommation, je dirais, développement durable. À la ferme, oui, voilà, oui. Vous avez des activités nos produits à la ferme. Tout à fait. Et puis il y a une association qui s'appelle les Locavores, où le principe est de ne pas consommer de produits qui soient fabriqués en dehors de 150 km autour de chez soi. Donc sur une commune comme Souvigné, vous pouvez commander vos produits directement à la ferme ou chez le producteur qui vous les livre à l'occasion d'une sorte de mini-marché. Ce n'est pas vraiment une AMAP, mais c'est une façon de consommer intelligemment les produits du terroir. Martine Chéniaud, une dernière question, un peu plus politique, là, si je puis dire, puisque on va parler de l'avenir de la communauté de communes. Le fameux schéma départemental intercommunal présenté par le préfet fait que la communauté de communes peut disparaître. Tout à fait. Peut être éclatée. Déjà, première réaction, comment vous réagissez? Nous, on est extrêmement... on se sent un peu trahi par les services de l'État de nous avoir fait cette proposition. On est extrêmement déçus de cette action, et puis évidemment nous sommes contre. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez l'impression que votre travail n'a pas été entendu? Oui, complètement. Dans les différentes réunions d'ailleurs, on nous dit vous n'avez pas eu d'action phare, donc à la limite, tout ce qu'on a pu faire depuis 10 ans ne sert à rien, et on nous raye d'un trait. On rappelle, ça date de 1998, complètement. À peu près. Complètement, avec un territoire qui était à la limite peut-être encore plus vaste, donc avec moins d'habitants. Maintenant, on a appris à vivre ensemble avec nos différences, et puis aussi avec toutes les similitudes et toutes les envies qu'on avait de travailler ensemble. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble. Et casser cette dynamique, ça nous révolte. Nous avions hier une réunion justement de tous les conseillers municipaux du territoire, et c'est donc bien dessiné le fait de refuser de nous éclater. Il n'y a pas que vous, que dans votre territoire. Ça me console. C'est pas très... Bon, on verra ça un peu plus tard, plus tard en fin d'année, je crois. Bien sûr.
parce que tout n'est pas, j'allais dire, tout n'est pas perdu. Oui, Enfin, on peut encore discuter, ça c'est sûr. En tout cas, merci Martine Chéniaud, merci à vous Patrick Richer, merci à vous surtout de nous avoir finalement passé ce court séjour qu'on voudrait peut-être un petit peu plus long, faire un peu plus de rythme. En tout cas, vous avez l'occasion de le faire. Une communauté de communes qui, on l'a vu, regorge de richesses, d'activités touristiques, patrimoine, culturel, naturel. Nous avons passé en tout cas un très bon moment, votre compagnie, avec tous ces gens qui animent ce paysage et ce territoire. En tout cas, à très bientôt sur TV Tour Val-de-Loire. Vous pouvez aussi consulter cette émission sur notre site internet www.tvtour.fr. Et puis, bien entendu, à très bientôt sur TV Tour dans Court Séjour avec sur un autre territoire du Val-de-Loire ou peut-être même un petit peu plus loin. À très bientôt sur TV Tour.